L'Europe est-elle démocratique? Je vous ai demandé de répondre par oui ou par non. Vous avez dit oui. Vraiment? Je le pense, oui, mais moi je pense qu'une question plus importante, et ça rejoint un petit peu le propos d'avant, c'est de savoir si l'Europe est efficace. Et c'est une préoccupation. Donc je remarque que c'est peut-être une question plus importante, mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma question qui est peut-être moins importante. Mais ça en dit long finalement sur l'importance accordée à la démocratie et à la vie des gens en Europe. Je vous demande si l'Europe est démocratique. Vous me dites il y a des questions plus importantes, non? Alors non, moi je pense que les deux points sont liés, c'est-à-dire que elle est évidemment démocratique, mais effectivement c'est une construction qui s'est construite au travers des années pour trouver un équilibre entre les États et la représentation européenne. Et on sent bien aujourd'hui qu'il y a des dysfonctionnements parce qu'on est à 28 et c'est extrêmement compliqué de fonctionner à 28 lorsqu'on essaye effectivement de trouver cet équilibre entre les intérêts des États et l'intérêt européen. Donc il y a là effectivement un équilibre un petit peu difficile. Ça marchait à 6, ça marchait à 6. À 28 c'est plus possible. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que je dis les deux points sont liés. Il faut absolument aller de l'avant, construire une Europe fédérale, parce que là, on pourra effectivement construire des institutions démocratiques qui seront aussi efficaces. Mais attention, vous dites ça marchait à 6, mais quand on était à 6, on faisait pas grand-chose. La communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était quoi? C'était une espèce d'organisme de planification soviétique. On fixait les prix des quantités à produire. Voilà, bon, point. Ensuite, on a fait l'union douanière et on a commencé à négocier un traité de libre-échange avec les États-Unis dans le cadre de l'ancêtre de l'OMC. C'était pas grand-chose. Il n'y avait pas de parlement. C'était un travail essentiellement technocratique. Il faut pas non plus être dans la nostalgie de cette époque-là. À l'époque, c'était un bidule très technocratique. On a énormément progressé sur le chemin de la démocratie depuis et on a vachement plus d'ambition aujourd'hui. On gère les questions d'immigration, on parle de défense, on parle de politique étrangère. Je veux dire, on est allé très très loin. On a une monnaie commune, on coordonne nos politiques économiques. Allez, sous le prochain mandat de la Commission, on va reparler d'union fiscale, on va reparler d'union sociale. Je veux dire, il faut arrêter de dire que tout ça est sur le déclin, en train de se casser la figure. On avance, et on avance parce que c'est relativement démocratique. Moi, je pense que la question que posait Anthony est juste. C'est-à-dire que, est-ce que l'Europe est démocratique? Elle est démocratique par certains points. Par exemple, tout ce qui concerne le marché unique, parce qu'il y a un Parlement européen qui maintenant est sur le même plan que le Conseil des ministres qui représente les différents États, d'accord? Donc de ce point de vue-là, sur le marché unique, sur le contrôle des normes, si vous voulez, c'est une démocratie. Sur les questions économiques et budgétaires, ça n'est pas une démocratie. Il y a un problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce que fait la Commission ou ce que fait l'Eurogroupe, la Troïka, ils sont pas responsables devant aucun Parlement, ni les parlements nationaux, ni le Parlement européen. Donc c'est aujourd'hui, on est effectivement, pour tout ce qui concerne les questions économiques et budgétaires, dans une, je dirais, dictature des élites. Voilà. Et là, il y a un problème. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, des partis d'extrême droite ou des partis européens sont en train de prospérer? Mais parce que les gens qui ne sont pas stupides se rendent compte qu'il y a un problème de démocratie. Et qui ne veut pas de démocratie? Qui ne veut pas de démocratie dans le système? Ben, ce sont les États. Et parmi ces États, quel est l'État qui veut le moins de démocratie dans le système? C'est la Grande France. Parce que la Grande France n'aime pas la démocratie. Les hauts fonctionnaires français, les énarques, etc., détestent le contrôle parlementaire. François Asselineau. Je me permets de faire remarquer que je suis autour de cette table, à part vous, j'ai affaire à 4 personnes qui parlent grosso modo, qui sont des ardents défenseurs de la construction européenne. Donc je vous fais remarquer que je suis seul contre 4. Ça vous déplaît? Non, ça me déplaît comme situation. Je pense que ça n'est pas conforme à la configuration de la sensibilité politique qu'il y a à la fois en France et dans la plupart des pays d'Europe. Ça c'est le premier point. Mais les 25 deux d'entre nous quitteront ce studio. Voilà. Je voudrais quand même, si vous me le permettez. Non, Merci Frédéric Pederlier pour votre intervention. Je voudrais répondre quand même aux attaques de Monsieur Quatremer précédentes, qui me qualifiait de nationaliste. Non, nous ne sommes pas des nationalistes. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait bien précisé les choses de ce point de vue-là. Il avait dit, les patriotes sont des gens qui aiment leur propre pays, les nationalistes sont les gens qui détestent le pays des autres. Donc il y a dans notre mouvement politique, l'UPR, qui rassemble des gens de tous les horizons avec une majorité de gens de gauche, nous sommes des gens extrêmement ouverts sur l'étranger. C'est une citation d'ailleurs que José Manuel Barroso, le président de la Commission, aime beaucoup reprendre. Très bien. Deuxièmement, Monsieur Quatremer m'a dit, les Français l'ont voulu la situation. La réponse est non. D'abord, je ferai remarquer qu'il y a 55% des Français qui ont voté non au traité de la Constitution européenne et qu'on leur a forcé la main quand même par une procédure qui normalement serait interdite, par exemple en Californie, où il est interdit de faire ratifier par un parlement une proposition de loi qui a été rejetée par
par référendum. Donc, je signale également que l'on a... l'exemple américain du côté de M. Asselineau. Je signale également... Mais vous savez, nous ne sommes pas anti-américains. Je dis des choses sur les États-Unis beaucoup moins sévères. Justement, Jean Quatremer est en train de dire que vous êtes au contraire très pro. Non, je dis les choses tout à fait sérieusement. Il y a aux États-Unis des gens qui disent des choses beaucoup plus sévères sur le... Mais je comprends pas. Regardez, Jean Quatremer, il est tout souriant. C'est dommage que ce soit pas de la télévision, parce qu'il est... merci pour une fois que vous reconnaissez il est souriant, jovial, et vous avez le sentiment qu'il ne fait que vous attaquer. D'ailleurs, il a dit, excusez-moi, je retiens dans les propos de Jean Quatremer, il a parlé d'une dictature des élites en Europe. Oui, mais... Vous avez une expression qui est amusante. Vous dites que l'Union européenne, c'est la dictature par l'ennui. Oui. Et c'est ça qui fait que l'Union européenne aussi, finalement, peut apparaître comme étant très peu démocratique, parce que les gens ne s'y intéressent pas. C'est tellement compliqué, vague, obscur, lointain ce qui se passe ici à Bruxelles. Donc c'est ça. Précisons quand même qu'une démocratie, étymologiquement, c'est kratos, le pouvoir du peuple démos. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de démos européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Et est-ce qu'il y a eu un peuple français, monsieur Asselineau ? Quand est-ce qu'il y a eu un peuple français ? Parlez-moi du peuple français. Est-ce que le France a existé avant que le peuple français existe, ou le peuple français a préexisté à l'État ? Mais figurez-vous que nous ne sommes pas au début des temps et au début de l'histoire du monde. Hein. Parce que l'apparition de la France était le début du temps. Non, parce que la France, ça s'est créé depuis 496, disons le baptême de Clovis, jusqu'à notre époque. Et ce que vous me dites, vous faites exactement comme penser à cette phrase, là aussi, excusez-moi de le reciter, de Gaulle, qui disait on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe parce qu'on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Les États-nations sont des œufs durs. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Je connaissais la purée de marron. Nous n'avons pas la même... dire que la Belgique est un État-nation, que l'Espagne est un État-nation. Nous n'avons pas la même plasticité que c'était le cas au Moyen-Âge. Monsieur François Asselineau... On est sur la fin de l'histoire, là, on est prêt... On n'est pas sur la fin de l'histoire, mais on dit il faut partir des réalités, vous savez, madame. Donc les réalités... François Asselineau, je voulais juste dire, vous avez dit, je suis le seul autour de cette table à défendre certaines idées, alors que ça représente une grande... occasion de l'exposer. Très bien, mais je pense que vous avez largement eu l'occasion de les exposer jusqu'ici dans cette partie de l'émission. Je pense que il tient le crachoir, François Asselineau. Richard Laube. Moi, j'aurais voulu quand même vous faire comprendre que l'histoire n'est pas figée. On prend l'histoire de l'Allemagne. C'est vrai que la France est une nation ancienne, plus ancienne que beaucoup de nations européennes. Vous prenez l'Italie ou l'Allemagne, ce sont des nations qui sont constituées au 19e siècle. C'est très récent. Vous auriez pris des Allemands, enfin qui s'appelaient pas Allemands au début du 19e, et vous lui aurez expliqué qu'on va construire une nation allemande, vous aurez ri au nez, vous aurez expliqué que c'était impossible. Vous aurez dit la même chose aux Italiens. Et pourtant Bismarck est arrivé, on peut en penser ce qu'on veut, mais finalement ça s'est produit. Donc l'histoire n'est pas figée. Elle bouge constamment. On a vu l'Union soviétique qui s'est écroulée. Eh bien, il n'y a pas de raison de penser qu'une nation européenne ne pourrait pas voir le jour. Il faut partir des réalités. Lorsque l'on sort du bocal où nous sommes de ce Parlement européen, vous savez très bien que les peuples d'Europe se contrefichent absolument des institutions européennes. C'est quelque chose, c'est une superstructure qui a été plaquée. Vous parliez sur la question démocratique. Est-ce que les institutions européennes se contrefichent des peuples d'Europe? Mais c'est que là, ce serait plus grave. C'est une construction qui, par principe, n'est pas démocratique, parce que on n'a malheureusement pas le temps de faire de l'histoire. Mais vous savez quand même que l'origine de la construction européenne et l'origine des institutions européennes, c'est quand même l'Allemagne nazie. C'est quand même oui, bien sûr. C'est les camps. Oui, mais attendez, quand vous plaît, non. Vous connaissez le pédigré de Walter Hallstein ou pas? Le premier président de la Commission européenne. Est-ce que vous connaissez son pédigré? Je propose qu'on calme le jeu. Attendez, après le journal. Attendez, parce que si on commence à dire que l'Europe d'aujourd'hui c'est l'Europe nazie, après le journal, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou au contraire aller plus loin et créer des États-Unis d'Europe? Quelles seraient les conséquences dans un cas et dans l'autre? À tout de suite. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré ensuite, après 1945, au sein de la CDU d'après-guerre, il devient rapidement le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne qu'on lui demande de préparer. Il ressort les dossiers qu'il avait préparés au mois de juin 1938. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 avec Adenauer, le fameux traité dont j'ai créé l'UPR pour proposer aux Français d'en sortir.
Et si vous ne me croyez pas, eh bien voici la photo. On a ici Adenauer et vous voyez juste à côté de lui Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe. C'est bizarre qu'on vous en parle jamais.